Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est d'updater un peu les investisseurs sur ce qui se passe sur le marché de l'immobilier à Dubaï en ce moment avec le conflit actuel. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps et on va donner une visibilité claire là-dessus dans cette vidéo. Dans un premier temps, on fera un récapitulatif des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état à date de la situation aux Émirats? Et quel est l'état à date aussi des positions des nouveaux pays qui s'engagent dans ce conflit? Dans un second temps, on ira voir tout simplement quelles sont les conséquences à la fois sur tout ce qui est boursier et tout ce qui est immobilier. Et pour finir, on évoquera qu'est-ce qui peut être la suite et quels sont les scénarios possibles pour donner de la visibilité. Restez jusqu'au bout. À la fin, on fera un récapitulatif de la totalité des chaînes et des médias qui sont super utiles en ce moment pour vous tenir informé, mais aussi des outils que vous pouvez consulter si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Ok, si on reprend, on en était. En gros, ce qu'on voit, c'est sur les faits. Globalement, on en était au fait que tous les pays, globalement GCC, ont été frappés, notamment donc Abu Dhabi pour Dubaï et en partie Dubaï avec des débris. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y avait certaines infrastructures telles que l'aéroport de Dubaï qui ont été frappés. Le lendemain, les faits marquants, c'était des frappes sur Israël, le blocage maritime du détroit, qui est important, on y reviendra plus tard, des frappes massives sur les Émirats, mais toutes arrêtées, deux incendies déclarés du coup sur la façade du Bourge et sur l'hôtel Fairmont à La Palme, et des pétroliers endommagés au large d'Oman. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que le conflit un peu s'éclate, puisqu'on a Hezbollah qui du coup envoie des roquettes sur Israël. On a des bombardements d'Israël sur le Liban. On a des attaques directes sur Chypre, sur des bases britanniques de la part de l'Iran. Le lendemain, on a des frappes sur les sites nucléaires iraniens et sur d'autres cibles en Iran. Et on a des ripostes iraniennes avec des attaques au Qatar sur des installations de gaz, on y reviendra. Le Qatar qui se défend, des raffineries touchées en Arabie Saoudite, un pétrolier frappé au Bahreïn, des incidents diplomatiques au Koweït où du coup il y a des défenses du Koweït qui shootent des avions américains qui étaient là pour les protéger et une intensification du conflit au Liban. Si on focus sur les Émirats, la situation c'est quoi? Là on a le récapitulatif de la totalité des objets lancés et interceptés sur les Émirats. Donc on voit qu'il y a une volumétrie quand même assez importante. Concrètement, il y a beaucoup d'impact sur des débris, mais il n'y a pas d'impact réel aujourd'hui. Il y a une suspension des vols des aéroports, un arrêt complet des vols et une fermeture quasi totale de l'espace aérien. Globalement, il y a eu 1 ou 2 jours où c'était intense et là depuis quelques dizaines d'heures, on a le sentiment que ça se calme un peu. On a eu l'apparition du cheikh de Dubaï à des événements et récemment, on a même eu tout simplement une balade du cheikh des Émirats avec le fils du cheikh de Dubaï dans le Dubaï Mall. Donc il y a un peu plus un sentiment, on va dire, d'apaisement et de contrôle. Et concernant les puissances étrangères, on a la France qui a été frappée sur sa base d'Abu Dhabi et qui commence à rentrer, à intervenir, en tout cas à se positionner pour défendre ses alliés et ses ressortissants français dans la zone. Et globalement, on a des navires russes et chinois qui sont déployés dans la mer pour venir en aide à l'Iran. En termes de ressources, il y a 4 ressources que je trouve intéressantes et qu'il faut absolument que vous puissiez suivre, vous aussi. La première ressource, c'est la chaîne de ce texte pilote de chasse, en fait, qui est assez intéressant parce que vous allez voir, il donne une idée il explique en fait les différents plans d'attaque, il raisonne un peu, il met de la raison et de l'explication sur tout ce qui est en train de se passer, ça permet de dédramatiser le truc et de voir ce qui se passe. Il explique aussi ce qui est en train de se passer avec la France et comment elle va être impliquée dedans, et il donne des explications sur les enjeux militaires et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et par exemple, il explique potentiellement pourquoi il y a beaucoup moins de missiles qui sont en train d'arriver sur Dubaï en ce moment, avec la mise en place potentiellement de rideaux d'avions de chasse qui protègent et qui permettent d'épurer un peu le nombre de trucs qui arrivent sur Dubaï et qui permettent après au système en place de finir le reste. La deuxième ressource que je trouve intéressante, c'est Monitor the Situation. Donc c'est ce site. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez aller voir les frappes en direct et vous pouvez aller voir les vols. Donc c'est intéressant. J'avais des clients par exemple qui avaient peur qu'on ait frappé les chantiers où ils ont investi. Bon voilà, ça permet de calmer le truc direct. La troisième chaîne que je trouve intéressante, c'est Yann Darwin là qui a pris qui du coup vit à Dubaï et qui a pris un peu les choses en main et qui décide lui-même un peu de donner à chaud un peu son récap de comment ça se passe, comment il perçoit le truc. Je trouve ça intéressant parce que je trouve ça important que vous puissiez avoir de la part de personnes comme ça avec une énorme audience, une vision claire de à chaud, comment ils le ressentent. Et je trouve qu'il a un franc-parler, qu'il est assez honnête et que si ça va, il le dit, si ça va pas, il le dit. Je pense qu'il aura pas peur de le dire et vous pouvez lui faire confiance. Et la dernière, c'est tout simplement la chaîne Love in Dubai, sur laquelle, par exemple, il y avait le live que tout le monde a suivi, où il y avait les déclarations officielles du gouvernement, ici, donc traduit en anglais, désolé, mais du coup, où ils expriment en fait où ils en sont et quelles, du coup, paroles ils donnent à la population. Maintenant, quelles sont les conséquences? Sur les marchés boursiers, donc on n'a pas expertise sur ce sujet, on va traiter plus de l'immobilier, mais je trouve que c'est intéressant de donner une vision globale de ce qui se passe, ça permet de comprendre quand même ce qui va se passer après sur le marché de l'immobilier. Mais sur les marchés boursiers, ce qui est intéressant, c'est de voir que forcément, vu que ça a tapé des pays pétroliers, que ça a tapé des infrastructures de gaz, il y a le gaz et le pétrole qui augmentent énormément. Il y a l'or bizarrement et l'argent qui baissent à l'instar du dollar qui devient la valeur refuge dans cette période-là. En fait, il y a deux choses que je trouve intéressantes là-dessus. C'est le fait que, en fait, ce qu'on voit, on le verra après, mais en fait,
fait, la bourse, c'est quand même un investissement qui est top, mais ça fluctue quand même beaucoup plus vite. Donc les gens qui ont leur argent en bourse aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de regarder le marché tous les jours, en train d'essayer de faire attention à ce qui se passe parce que il y a vraiment des capacités à perdre beaucoup d'argent beaucoup plus vite, à l'instar de l'immobilier par exemple, qui on le verra après, met plus de temps à bouger quand même, et ce qui est plutôt pas mal. Deux, ce que je trouve intéressant en fait pour les investisseurs français, c'est de voir qu'en fait ce conflit potentiellement, il a le potentiel d'aller même impacter l'Europe. Parce qu'en réalité, la hausse du gaz et la hausse du pétrole entraînent généralement une hausse de l'inflation et entraînent généralement une augmentation des taux des banques centrales dans les pays types européens. Donc je prétends pas être expert sur le sujet et je vous invite à aller voir les vidéos de Tammy Cabage qui lui est beaucoup plus expert sur le sujet et qui est une chaîne super intéressante pour vous. Maintenant, quelles sont les conséquences sur l'immobilier actuellement ? Franchement, je vois beaucoup de discours très totalement positifs ou très totalement négatifs. Autant il y a des gens qui descendent le truc, qui disent que c'est la fin de Dubaï. Autant il y a des gens, parfois des brokers, qui un peu surembellissent le truc, comme disent qu'il y a rien, etc. et que c'est pas grave. Il y a quelque chose, c'est inquiétant, c'est normal pour les gens qui investissent à Dubaï que ça leur fasse peur. Dubaï fait un peu face au pire crash test possible. Et du coup, c'est assez intéressant d'étudier ce qui se passe et de voir comment l'histoire va être racontée. Parce qu'en réalité, il y a un peu deux façons de voir le truc. On y reviendra, mais en fait... soit là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit que les bombardements cessent un peu, que globalement la gestion, elle a été presque irréprochable dans le sens où il y a quasiment tous les missiles qui ont été interceptés, il y a la totalité des gens qui ont été remboursés sur tous les vols, il y a la totalité des gens qui ont été maintenus dans les hôtels et le gouvernement a payé pour. Il y a une communication ultra rapide du gouvernement sur tout ce qui se passe et donc ça peut aussi bien être réécrit en mode bah voilà, cette destination même en cas de guerre s'impose comme un endroit où votre argent est protégé, ou la situation peut durer, il peut se passer d'autres choses et ça peut être l'inverse. Donc il n'y a pas d'avis, on va dire, totalement défini. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a différentes typologies. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a des gens qui sont en train de poser des expressions d'intérêt en ce moment, où il y a des gens avec qui j'ai encore des calls pour acheter. De l'autre côté, je suis totalement aussi transparent avec vous, il y a des gens qui mettent en pause et qui attendent de voir, et c'est totalement normal. Dans la réalité, quelles sont les conséquences un peu de ce qui est en train de se passer ? Dans les conséquences positives, il y a deux choses. Un, la gestion du gouvernement, elle est monstrueuse. En fait, si on regarde le nombre de missiles qu'ils ont interceptés versus ce qui a par exemple été sur Israël, c'est quand même monumental. Je crois que c'est 2-3 fois plus, il faudra que je regarde. La deuxième chose, il y a un sentiment fort des investisseurs vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et comment ça va être géré. Donc ça, c'est le côté positif. De l'autre côté, si la situation venait à durer, il y aurait deux aspects qu'on pourrait dire un peu négatifs. Le premier, c'est l'inquiétude d'investisseurs européens, si ça dure, et le retrait de certains d'entre eux, et donc potentiellement une baisse de la demande sur le marché du off-plan. Le second, ce serait une réduction aussi potentielle de la population, enfin de l'arrivée de personnes. Dans les deux cas, quels seraient les impacts un peu de ces choses-là? Sur la baisse de la demande du off-plan, c'est quelque chose que Dubaï a déjà vécu. Alors je sais que tout le monde espère que les prix baissent, mais dans la réalité, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ce qui va se passer, c'est que les promoteurs vont juste figer les prix et vont réduire les projets. Sur la population, si ça réduit, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, on peut se dire qu'il y a un problème, on va dire, de sur-livraison de logements. Mais dans la réalité, en fait, si on arrive dans cette situation, c'est que le détroit est bloqué et potentiellement, il y aura des problèmes d'approvisionnement de matières premières et donc il y aura du retard sur les chantiers. Donc, est-ce que vraiment il y aura ce problème? Pas sûr du tout. Maintenant, il y a différentes réflexions que j'aimerais partager avec vous, que j'ai vu aussi passer et que je trouve super intéressantes. La toute première, c'est qu'en fait, je le perçois aussi sur le marché, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages pour savoir est-ce qu'il y a des distress deals. Est-ce que les prix des commandes, des lancements baissent? Est-ce qu'il y a moyen de négocier avec les promoteurs? Et tout ça, ça me rassure un peu parce que ça me laisse penser qu'en fait, si même ça baisse un peu, il y a des gens pour acheter. Il y a des gens qui seront prêts et qui croient dans le projet de Dubaï. Parce qu'il y a des gens en fait qui croient dans la capacité de cette zone à exécuter mieux que tout le monde. Et dans la réalité, si on défend un peu ce chemin-là, c'est vrai que on peut se demander comment se seraient comportés les autres pays face à ce que Dubaï a vécu et à quel point ils auraient autant excellé. Après, l'histoire n'est pas finie, il faudra voir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point fort. Et ces gens-là croient globalement que cette ville pourra surperformer aussi dans les 10-15 années à venir. Du coup, ce scénario-là ne change rien. Et du coup, je comprends un peu aussi ce point de vue-là. D'autant plus que globalement, quand vous achetez off-plan, vous achetez dans 2 ans. Il y a peu de chances qu'on se dise que ce conflit ait lieu encore dans 2 ans. La deuxième réflexion que j'ai, ça va être la mort des agents immobiliers à Dubaï. Alors, ça va pas être la mort de tous les agents, mais je pense d'un certain type d'agent. Un certain type d'agent qui a surfé sur les 4 dernières années et qui a presque vendu plus du lifestyle et des promesses que des données chiffrées et des décisions raisonnées. Et je pense que ça, par contre, ça va être un vrai shift et que potentiellement, ça va être plus la même façon de vendre, plus la même façon de regarder le marché et qu'il va falloir des gens assez analytiques, assez neutres, assez raisonnés et qui vendent pas justement de l'émotion, mais plus des choix propres et bien faits. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quelle réflexion vous avez? Comment vous pensez
pensez que ça va se passer dans la suite? Est-ce que vous pensez que ça va chuter? Est-ce que vous pensez que ça va rester? Quelles questions vous avez? N'hésitez pas et on updatera ça dans quelques jours.